Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 12e symposium annuel Trottier. Je suis Laurane Douchamp, coordonnatrice à l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal. Mais avant de faire les présentations, j'aimerais juste prendre un moment pour vous remercier chaleureusement. Comme on le dit à l'Université de Montréal, je me permets de paraphraser le slogan de l'Université de Montréal parce qu'on partage un campus. L'heure est brave, comme ils disent, et ce soir, c'est vous qui avez bravé le froid, la neige, l'obscurité, la déprime saisonnière, l'éco-découragement, et j'allais dire même la grève de la STM, mais on est passé à travers pour le moment, pour assister à cet événement avec nous. Alors vraiment, un tout gros merci. Votre présence avec nous est tout spécialement appréciée. N'hésitez pas à vous rapprocher pour que ce soit plus convivial, mais ça va, on est quand même un bon contingent. Alors, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, l'Institut de l'énergie Trottier, ou IET pour faire court, a pour mission d'accélérer les transformations énergétiques au Canada en fournissant des réflexions scientifiques et de l'accompagnement stratégique aux acteurs et actrices de la transition. Il est connu notamment pour son rôle de facilitateur du dialogue entre les parties prenantes, que celles-ci proviennent du monde scientifique, politique ou industriel. En plus de ces projets, l'IET soutient aussi la formation via, entre autres, les bourses Trottier et la recherche via le financement de projets de recherche académique. Et enfin, la diffusion de connaissances qui favorisent une compréhension systémique et transdisciplinaire des enjeux énergétiques. Ainsi, par exemple, nous avons publié au cours de la dernière année la 3e édition de nos perspectives énergétiques pour le Canada, qui évalue des trajectoires vers la carboneutralité et les compare. J'aimerais également souligner que nous nous rassemblons ce soir, et pour beaucoup, nous habitons aussi, sur un territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Comme vous le savez, cette nation fut un des membres fondateurs de la Confédération Haudenosaunee, ou Confédération des 5 nations, qui a gouverné durant des siècles selon un modèle de prise de décision collaboratif. Quant à l'île de Montréal, ou Tiohtià:ke, elle est depuis longtemps un lieu de rencontres et d'échanges fructueux. La démarche que j'évoquais juste avant, la démarche de l'IET, faciliter les échanges, favoriser les rencontres constructives, trouve un certain enracinement, ou même un enracinement certain dans ces principes, et j'espère qu'ils pourront inspirer la conversation de ce soir. Cette conversation fait écho à une première partie du symposium qui s'est déroulée en septembre. L'IET avait en effet invité Simon Sharp, directeur général de S-Curve Economics et auteur de l'excellent livre 5 Times Faster, pour un webinaire en anglais. Si vous l'avez manqué, ne vous inquiétez pas, nous vous avons sauvé les meilleurs morceaux. De courts extraits vont d'ailleurs être projetés pendant la soirée à intervalles réguliers pour alimenter la discussion qui va suivre. Par souci de conformité avec la loi 101, on a pris la peine de sous-titrer ces extraits, même si vous verrez qu'insérer des sous-titres dans les diapositives bien remplies a parfois relevé de la haute voltige. Vous pourrez le constater par vous-même. Donc je vous demande d'être indulgent à ce propos. La vidéo du webinaire est intégralement disponible et on va faire pareil pour l'événement de ce soir. Ce qui veut dire qu'on vous filme, au cas où vous ne l'avez pas remarqué encore. Si vous prenez la parole lors de la période de questions qui va suivre la conversation en panel, ça se peut que votre charmante frimousse se ramasse sur YouTube ensuite. Vous voilà avertis. Et avant de passer la parole à François Bertrand, directeur de la recherche et de l'innovation à Polytechnique Montréal, je tiens juste à mentionner qu'il n'y aura pas de pause. Vous êtes libre d'aller et venir à votre guise de toute façon. Voilà, François, c'est à vous. Merci Laurane et bienvenue à tous et à toutes donc à ce 12e symposium quand même, c'est la 12e fois, donc 12e symposium annuel Trottier. C'est organisé en alternance avec le Trottier Institute for Sustainability in Engineering and Design, TICED, de McGill. Et j'en profite pour souligner la présence de son directeur, Subhasis Ghoshal, qui est à quelque part, qui est là dans la salle. Merci d'être avec nous ce soir. Et ces événements sont bien sûr rendus possibles grâce au soutien très généreux de la Fondation donc familiale Trottier depuis plus de 10 ans maintenant. Et au cours des dernières années, le symposium Trottier a porté sur plusieurs sujets, des sujets divers, mais combien pertinents. Puis
je pourrais en profiter puis discuter de plusieurs de ces sujets-là, mais je vais juste en citer 3 comme ça. Un sujet pendant une année qui portait sur comment profiter du défi de la décarbonation pour réinventer la société. Donc, on reviendra avec moi que c'est tout à fait pertinent. Comment les leçons de la pandémie, on se souvient tous de la pandémie, peuvent-elles servir dans la lutte au changement climatique? Comment exploiter nos ressources pour un avenir durable sans laisser derrière nous un monde épuisé en ressources et autres? Et par contre, pour l'édition 2025, l'IoT vous propose de changer de perspective. On le fait différemment en se basant sur l'image de marque de Polytechnique qui est en lien avec ses valeurs institutionnelles et son plan stratégique. Oser repenser. Donc, osons ce soir repenser, et c'est ce qu'on va faire avec nos invités sur le panel. Et oser repenser, ben, c'est notre signature, donc notre image de marque, si vous voulez, le slogan de notre image de marque à Polytechnique. Puis ça incarne l'invitation, en fait, qui est faite à toute notre communauté de Polytechnique, mais l'ensemble de la communauté, différents écosystèmes et nos partenaires, donc d'innover, de créer l'impact qu'on souhaiterait pour notre monde, pour qu'il devienne meilleur. Cette approche vise en particulier à transformer l'ingénierie québécoise en impact planétaire, authentique, durable et multidimensionnel. On ne parle pas uniquement d'impact technologique, mais d'impact également environnemental et socio-économique. Donc, il faut le voir de façon globale. Et ça s'accompagne, bien sûr, puis je souligne la présence d'étudiants et d'étudiantes dans la salle. C'est notre fierté, c'est notre futur. Donc, merci d'être là avec nous ce soir. Et c'est important, la formation des leaders de demain. Et c'est ce qu'on soutient à travers la mission de Polytechnique et qu'on soutient à travers la mission de, bien sûr, d'autres universités, que ce soit au Québec ou ailleurs. C'est repousser les frontières de l'innovation pour bâtir un monde plus juste et durable. Et c'est en renouvelant les approches avec courage et authenticité que naissent les grandes avancées technologiques et sociales. Lorsqu'on parle de transition énergétique, qui est notre sujet de ce soir, bien, on a parfois tendance à se sentir peut-être pris dans des méandres inextricables. Puis comme on le voit sur l'image que vous voyez ici, peut-être que certains ont deviné de quoi il s'agissait, mais j'en doute peut-être un peu aussi. Ça représente en fait un marécage californien. C'est Laurent qui m'expliquait ça, proche de San Francisco. Puis lorsqu'on prend un peu de hauteur, on est quand même assez haut ici, là, bien, je pense qu'on peut voir apparaître, avec un petit peu d'imagination, bien, qu'il existe des voies de sortie possibles pour ces grands enjeux de la transition énergétique. Donc, oser repenser, encore une fois, ça nous invite à réfléchir à ce qui bloque la transition énergétique, qui la freine à tout le moins, et à ce qu'on pourrait faire pour lui donner un petit coup d'accélérateur. Alors que la COP en est à sa 30e édition à Belém au Brésil, j'ai des collègues qui sont là en ce moment, on est en droit de se demander si cette façon de faire de la diplomatie climatique est vraiment efficace. C'est une question tout à fait pertinente. Osons donc en débattre. Et pourrait-on faire différemment ou faire mieux, ou faire de façon complémentaire? Pourrait-on aussi repenser les règles du jeu économique, en particulier quand les tenants de l'une ou l'autre technologie qu'on développe ou qui sont utilisées se livrent parfois des guerres de tranchées pour les promouvoir? À ce moment-là, comment on fait la part des choses? Et comment aider les responsables des politiques publiques à y voir plus clair, à y voir clair, carrément clair? Quelle stratégie ferait véritablement avancer les choses? Donc, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Donc, ma collègue Catherine Baudry, professeure au département de mathématiques génie industrielle à la Polytechnique, détient également une chaire de recherche du Canada en gestion et en économie de l'innovation. Annie Chaloux, professeure à l'Université donc, de Sherbrooke, co-titulaire de la chaire de recherche en diplomatie scientifique climatique, c'est bien ça? Et Catherine Potvin, professeure émérite au département de biologie de l'Université McGill, détient une chaire de recherche du Canada sur l'atténuation des changements climatiques et la forêt tropicale. Elle a également pris une part active aux négociations internationales et nationales sur le climat. Donc, merci à vous trois d'être avec nous ce soir. Et je m'en voudrais de ne pas souligner, bien sûr, la présence du directeur de l'IoT, donc Normand Mousseau. Il va animer ce panel. Donc, sans plus tarder, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Vous êtes en bonne compagnie. Puis, ayons beaucoup de plaisir à écouter ce débat de ce soir. Merci beaucoup.
Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer peut-être par deux extraits. In the energy transition, if we're going to change the visible infrastructure of the factories and the cars and the buses, then we also have to change the invisible infrastructure of the wires and the pipelines and the sewers and whatever else below the ground. And I think there's something similar to that, that if we want to change the visible policies that help the transition go faster, then we also need to change the invisible infrastructure of the ideas and the institutions that underlie those policies and diplomatic agreements too. I think sometimes we talk about the energy transition as if it's a completely new phenomenon, but of course, technology transitions are the norm. Every technology has come along and replaced something else that was there before it. So these patterns are there throughout history. And if you look back and study them and see how did they happen, what was done that sped them up, well, it's not hard to see that early in the transition, it was those actions that created the new technologies and the new systems that were the most influential. And so it's a bit cheeky, but I think the transition from horses to cars, what did it? Investment in motors, in factories, building cars, building the roads, writing the highway codes. Those were all the things that made it happen. It wasn't putting a tax on horse poo. Donc, c'était deux extraits de Simon Sharp du webinaire qu'on a diffusé il y a à peu près un mois. Ces deux extraits-là soulignent pour Simon Sharp que la transition énergétique associée à la décarbonation de notre économie est avant tout une affaire technologique qui doit être appuyée par des mesures appropriées. Et donc, je demandais à tour de rôle que vous partiez de là pour un peu vous positionner. Donc, commençons par Catherine Baudry. On a déjà mentionné qu'elle est professeure au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique. Elle est aussi récipiendaire de nombreux prix, donc le prix Jacques Rousseau de l'ACFAS 2022. Oui, il est allumé. Bon, c'est bon. Merci Normand, c'est bien gentil de m'avoir présenté comme ça. Moi, je suis un peu externe à ce milieu-là. Je n'ai pas étudié dans le domaine. J'ai un bac en génie électrique spécialisé en technologie spatiale et de ce fait, j'ai toujours regardé la Terre d'une orbite géostationnaire d'une certaine façon. Là. Donc, je vois un peu l'entièreté de la planète et c'est un peu ça qui m'anime. Quand Simon Sharp parle de la taxe sur les pommes de route, ça m'a beaucoup fait rire parce que je trouve que c'est un des instruments qui est à notre disposition. Puis là, veux-tu qu'on embarque tout de suite dans le volet économie ou tu veux Non, juste un positionnement plus large. Okay. On va revenir tout à l'heure. C'est parfait. Donc, je crois fermement que ça nous prend changements sociétaux et changements technologiques pour être capable d'avancer comme société. Il y a des gens qui vont tabler uniquement sur la technologie, il y en a d'autres qui vont plutôt dire « ben non, la technologie, ça ne sert à rien, il faudrait qu'on aille vers une certaine frugalité, qu'on économise tout, à la limite qu'on redevienne chasseur-cueilleur ». Je pense que la vérité est probablement entre les deux et on a vraiment besoin de tout le monde pour avancer. Puis ça va être un peu l'essentiel des propos que je vais tenir, bien que je sois une chercheuse qui est spécialisée en innovation, qui est ingénieure de formation, qui pousse la technologie. Sans la société, on ne peut pas y arriver. Merci. On va passer à Annie Chaloux, qui est professeure, on l'a dit, en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi directrice du Climatoscope 360, ainsi que de la revue Le Climatoscope, qui est disponible gratuitement. Donc, si je ne me trompe pas, alors je vous invite à visiter le site web et à aller voir cette revue-là, qui est superbe, en plus d'avoir un excellent contenu. Et Normand a déjà publié, d'ailleurs, dans notre revue. Moi, en fait, je viens d'un spectre complètement opposé. Je suis politologue de formation. Et ce qui m'a marqué beaucoup dans la présentation que vous venez de montrer dans l'extrait, en fait, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental puis qu'on oublie très souvent, c'est
c'est le fait que la transition énergétique va se faire grâce à une transition ou une transformation cognitive et institutionnelle. Et c'est ça qui met, en fait, de l'avant, c'est-à-dire que peu importe les technologies qu'on va mettre de l'avant, tant que notre narratif et qu'on n'est pas en mesure de construire une histoire de cette transition et qu'on n'est pas appuyé par des institutions, des instances, des instruments de politique publique qui vont nous permettre d'y arriver, ça va être impossible. Et ce qui est intéressant dans les propos qu'il met, bien, c'est pas nouveau hein, dans l'histoire des idées, c'est-à-dire on peut penser à la phrase d'Einstein qui dit « la folie est de toujours faire la même recette avec un résultat différent », je paraphrase, ou encore quand on dit en politique, il y a un politologue très important, le Graham Allison, qui dit « where you stand depends on where you sit », c'est-à-dire que tant qu'on voit le monde en fonction du bagage que l'on a et qu'on reste cloisonné, on ne peut pas arriver à un résultat différent. Et je pense que le défi de la transition est un défi de l'imagination sur le plan social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en mesure de concevoir des idées différentes, on est capable de sortir de la boîte et de proposer un narratif différent, bien là, le monde s'ouvre, les possibilités vont y arriver. Et je pense qu'actuellement, c'est un peu le grand déficit. Donc, quand il parlait de ce qu'on voit sous la Terre, bien moi, je pense qu'il y a un visage caché, c'est-à-dire qu'on perçoit nos institutions comme étant des entités immuables, stables dans le temps, qu'on ne peut pas changer. Et donc, les changements qu'on propose, c'est toujours des changements à la marge. Je pense qu'il faut aussi commencer à penser autrement. On est capable de revoir les institutions. Tout à l'heure, vous parliez de l'exemple de la pandémie, mais pour moi, c'est un exemple révélateur. La pandémie nous a révélé à quel point nos institutions peuvent bouger rapidement, se restructurer rapidement, de se transformer rapidement. Bien, je pense que c'est notre imagination collective qu'on doit à ce moment-là jouer si on veut être en mesure d'y faire face. Merci, Annie. Et dernière intervention, Catherine Potvin, qui est professeure émérite au département de biologie de l'Université McGill. Entre autres, elle a aussi dirigé les dialogues pour un Canada vert, qui rassemblait une centaine de chercheurs à travers le Canada universitaire et qui a contribué, en fait, à orienter là, la politique du gouvernement, en fait, du Parti libéral sous Trudeau avant 2018. Donc, Catherine. On a d'ailleurs une lettre en première page du Devoir, juste maintenant, avec 470 signataires pour demander de l'action climatique au gouvernement fédéral. Alors moi, je suis encore peut-être plus étrangère aux propos de M. Sharp que ma collègue Catherine, parce que moi, je suis biologiste, donc je regarde tout ça d'un point de vue terre à terre du changement de la planète comme tel. Et ce qui m'a interpellée, c'est un peu ce qui a interpellé Annie, c'est-à-dire, moi aussi, je suis intéressée par le changement des paradigmes qu'il y a sous la technologie. Les changements technologiques, sans aucun doute, vont être absolument essentiels, mais la multiplication, l'accélération, l'adoption, c'est vraiment du domaine social. Et comme biologiste, je veux apporter à la discussion 2 points qui teintent complètement actuellement ma façon de lire l'actualité climatique assez déprimante, je l'avoue. C'est en écologie, on a le concept de la capacité de charge. En anglais, c'est plus connu comme carrying capacity. Ça veut dire que, contrairement à la théorie économique, les ressources de la planète sont finies. Et on ne peut pas penser qu'on peut vivre dans un monde où les ressources sont finies en ayant une économie qui cherche toujours la croissance infinie. Donc là, il y a vraiment un choc d'idées, je pense, qui est important. Et le rôle de la technologie, c'est parfois de faire semblant que les ressources ne sont pas finies. Donc, on pense, moi j'appelle ça le technofixe, on pense que la technologie va tout régler, mais la technologie ne réglera pas tout. On vit dans une planète qui a des limites avec des ressources limitées. Et ça, c'est un élément, je pense, extrêmement important dans notre compréhension de la transition énergétique. Alors, je vais amener ça. Et l'autre, M. Sharp, il a vendu ses livres en disant 5 fois plus vite, donc comprend qu'il y a urgence. Mais ceux d'entre nous qui avons passé en partie l'été à Montréal et où on a été 1 mois sans pouvoir sortir dehors presque tellement il y avait de feux, de fumée, des feux de forêt qui étaient à 3 000 à 4 000 kilomètres d'ici,
on comprend ou on devrait comprendre qu'on est vraiment sur le bord d'un point de bascule. Et le point de bascule, pour moi, actuellement, c'est la nouveauté. On parle de la COP. La COP 30 a été mentionnée dans l'introduction. La COP 30, c'est pour prendre le pouls de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années depuis la conférence de Paris. Bien, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que ça sent le point de bascule. Hein? Quand on sent les feux de forêt, c'est ça, c'est un des points de bascule que les scientifiques avaient nommé le moment où les forêts boréales sont plus capables de faire face au changement du climat. Donc, l'urgence, elle est extrémissime. Et pour moi, c'est sûr que ça me fait décoder ou quand je vais réagir aux propos de M. Sharp, ben, c'est une chose qui est très, très, très préoccupante pour moi actuellement et dont je vais tenir compte. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer. Donc, on a séparé un petit peu la discussion en 3 blocs qui vont s'appuyer sur les expertises de chacune des 3 conférencières ou panélistes pour commencer le débat. Puis ensuite, les autres pourront embarquer. Donc, commençons donc au premier terme de soirée, l'économie de la transition énergétique. Et pour ça, on va écouter encore 2 extraits pour lancer la discussion. A system transition is where you change not only technologies, but the infrastructure, the business models, the social norms, the institutions, everything that goes with those technologies. So that is anything but a situation of equilibrium. You could say it's a situation in which everybody has many reasons to change their actions and the status quo will be replaced with something completely different. It's about as far away from equilibrium as you can be. So you probably shouldn't be assuming equilibrium when you're thinking about how do you make a system transition happen. Governments are still being told that carbon pricing is the most cost-efficient solution to achieve climate goals. There's one word I want to highlight on this slide, which is most. They're not just saying it's good, they're using the superlative saying this is the best policy, unqualified. It's not qualified according to sector, situation, stage of the transition, which country you're in, anything like that. It's just, this is the best policy and you should do it. And these are not just any old pundits. They're the managing director of the IMF, the president of the European Commission, director general of the World Trade Organization, and I threw in Mark Carney again for a bit of gender balance there. These are authoritative people. Government ministers are quite likely to listen to them. And especially if they're all saying the same thing, they're quite likely to believe it's true. Now, is it? That's the question. Catherine Baudry, pour Simon Sharp, donc les stratégies poussées par l'économie classique sont inappropriées pour vraiment mener à bien la transition énergétique. Il faut plutôt avoir des approches basées sur les perturbations, l'innovation, le développement industriel. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ça prend un micro, ça va être utile. D'abord, je pense qu'il faut décortiquer ce que Simon Sharp a dit. Quand il explique que les gouvernements se font dire que toutes les théories économiques ou la taxe carbone, c'est la solution la plus rentable, la plus efficace en termes de coûts pour atteindre les objectifs climatiques. En fait, les économistes n'ont pas tout à fait tort. Je nuance. Quand ils disent que c'est rentable, c'est que ça ne coûte pas grand-chose au gouvernement de mettre ça en place. Ça ne coûte rien. Donc, c'est très cost-effective, c'est très rentable. Ce qui coûte cher, c'est d'investir dans les technologies, de soutenir les entreprises qui vont faire le transfert. Mais mettre en place une taxe carbone, là, c'est simple comme bonjour. Puis là, tu laisses le marché s'autoréguler, là, c'est magique. Bon. Le problème, c'est que c'est pas coûteux monétairement, ça peut être coûteux politiquement, mais ce n'est qu'un seul des outils à la disposition de l'État. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est la seule chose qu'on fait. Puis ces instruments-là sont perçus comme des punitions, puis des moyens de financer la transition durable, mais c'est davantage perçu comme une punition plutôt qu'autre chose. Donc, ça contribue à nous diviser
Et c'est peut-être pour ça que le premier ministre a dit, bon, regarde, on va mettre ça sur la glace, on va faire d'autres choses en attendant. Donc, à cause de ça, ils perdent de leur efficacité. Donc, il faut possiblement repenser. Donc, moi, quand on parle de transition énergétique, puis c'est peut-être parce que j'arrive de Vienne où j'ai vu les transports en commun qui fonctionnent, mais c'est extraordinaire, là. J'en reviens encore avec des étoiles dans les yeux, mais dans le film Field of Dreams, l'expression « If you build it, he will come ». Si on ne construit pas les transports en commun, on ne peut pas s'imaginer que ça va se faire tout seul. Les gens vont les prendre quand ils vont exister. Donc, il faut qu'on investisse, il faut qu'on mette en place les systèmes pour que ça fonctionne. Donc, c'est un seul des instruments. Donc, sur quoi on doit travailler? À mon avis, on doit travailler sur 4 fronts importants. Donc, il faut travailler d'abord sur les institutions, les gouvernements. Moi, je fais partie d'un comité de l'OCDE qui donne des conseils au comité de sciences, technologies et innovation sur un nouvel agenda pour bâtir des politiques porteuses de transformation, des politiques de sciences, technologies et innovation porteuses de transformation. Donc, ça s'approche un peu dans le fond, de ce que Simon Sharp appelle l'infrastructure invisible des idées et des institutions. Donc, ce que la politique préconise, c'est de passer d'une orientation dominante qui est centrée sur la diffusion, la création de nouvelles technologies, donc la fameuse courbe en S classique, mais de faire en même temps un abandon progressif des technologies qui sont nocives. Donc, les deux doivent se faire de concert et doivent se faire correctement de façon à empêcher le ressac, le chaos, les gens qui ne sont pas d'accord, qui vont perdre leur emploi. Donc, ce que je disais à Alexis Riopel dans l'article qui est publié ce matin dans Le Devoir, c'est qu'on peut imaginer qu'une personne qui conduit un camion à Fort McMurray dans les sables bitumineux pourrait très bien aller conduire un camion dans le nord de la Saskatchewan, dans une mine de minéraux critiques. Donc, il faut essayer de voir comment les compétences de chaque personne peuvent être transférées dans un domaine qui soit porteur de transformation. Donc, il faut changer les politiques. Il faut aussi travailler du côté des entreprises correctement. Pour moi, la transition énergétique, c'est une question d'économie de ressources qui mène directement à des gains de productivité. Si tu utilises moins d'eau, moins de ressources, moins d'énergie, veux pas, mais tu vas devenir plus productif. C'est les principes fondamentaux de l'économie. Au Québec, j'ai l'impression, puis j'ai lu le document publié dimanche par le gouvernement, mon Dieu, comment on appelle ça, là, le pouvoir québécois. J'ai l'impression qu'on s'assoit un peu sur nos lauriers hydroélectriques. On se drape d'une chape de vertu, disant que notre économie décarbonée, c'est donc merveilleux. Et on la brade un peu pour attirer des multinationales. Et c'est pas suffisant comme locomotive pour amener l'économie ailleurs, parce que nos entreprises n'investissent pas assez en recherche et développement. Il y en a seulement 9,9 % qui utilisent les technologies de pointe dans l'enquête de 2022. Elles n'innovent pas assez, ne protègent pas non plus assez leur propriété intellectuelle. Je donne un exemple dans une lettre publiée au Devoir hier, qu'il y a des entreprises canadiennes qui ont été empêchées d'utiliser les brevets ou les technologies de transformation des terres rares par la Chine, qui possède 80 % des brevets des terres rares mondiales. C'est ce qui explique possiblement pourquoi ils raffinent 91 % des terres rares dans le monde. Donc, il faut qu'on développe des technologies canadiennes pour nos propres ressources au Canada, pour pouvoir être capable de compétitionner plus tard. Donc, moi, quand je vois dans les différentes politiques l'exportation des ressources naturelles,
Je pense que c'est la mauvaise façon de faire. Il faut qu'on soit capable d'avoir un effet multiplicateur de l'innovation à toutes les étapes de transformation des minéraux critiques. Donc, il faut travailler sur, bon, l'adoption des technologies, le développement des technologies, la formation, l'innovation. Il faut, grosso modo, qu'on change le modèle d'affaires des entreprises. Mais ça ne se fait pas nécessairement tout seul à l'échelle de l'entreprise, ça devrait se faire à l'échelle écosystémique. Donc, il faut qu'on pense à une planification stratégique au niveau de l'écosystème d'innovation pour voir quels sont tous les éléments qu'on doit mettre ensemble pour être capable d'avancer. Puis des fois, s'il manque un élément ou un joueur dans la chaîne de valeur, bien, on est complètement paralysé. La chaîne s'effrite, s'effondre, on est obligé de s'appuyer sur des intérêts étrangers. Puis là, on vient de perdre un peu de souveraineté. Là, je ne sais pas combien de temps j'ai, là, mais du côté des universités, il faudrait qu'on travaille sur formation, entrepreneuriat, puis qu'on pousse davantage l'idée de la propriété intellectuelle qu'on doit protéger. On est passé dans un monde où c'était assez simple de faire des ententes de licence. Mais quand on regarde les ententes de licence de propriété intellectuelle, on se rend compte qu'au Canada, on a un déficit de 11,3 milliards entre les redevances qu'on paye à des intérêts étrangers et les redevances qu'on obtient sur notre propre propriété intellectuelle. Et ce gouffre-là s'élargit d'année en année. Donc, on s'appauvrit en ne protégeant pas notre propriété intellectuelle. Puis, juste sur la société en général, et puis ça, je vais recirculer vers l'État, mais il faut qu'on donne l'heure juste à la population sur ce qui se fait et comment leurs efforts font une différence. En ce moment, on n'a aucune information, on n'est pas capable de dire bon, si je prends le métro, j'élimine combien de gaz à effet de serre, ou mes actions parce que j'ai composté, ou parce que j'ai vendu la deuxième voiture, puis je me suis installée en ville. On n'a aucune façon d'évaluer quel est notre impact individuel. Donc, il faut qu'on fasse davantage... il y a un beau terme anglais qui s'appelle « empowerment », qu'on traduit par « autonomisation », qui n'est pas génial comme mot, mais... Cette notion-là d'empowerment par les données, par les indicateurs, je pense qu'il faut qu'on travaille énormément là-dessus parce que, bon, peut-être que je suis biaisée parce que moi, je suis une fille de données, là, donc moi, ça me prend des données pour voir l'évidence, pour pouvoir avancer. Mais je pense que, collectivement, il faut qu'on soit capable de dire aux individus, continuez parce que ça marche. Si on n'est pas capable de dire aux gens puis de les convaincre, les gens abdiquent parce qu'ils voient dans les journaux, ah ben regarde, tant de tonnes de déchets qui auraient dû être recyclés se retrouvent aux déchets. Donc, tout ce qu'on fait comme recyclage, ça ne donne rien. Donc, on ne recycle pas. Donc, donner l'information à l'individu. Puis ça, c'est l'État qui doit faire ça. Merci. Alors, on va passer en mode discussion avec Annie, donc pour répondre à l'intervention de Catherine ou Simon ou les deux. Bon, mon champ disciplinaire va ressortir parce qu'on parle de l'individu. Moi, je ramène toujours à l'État. Ce que je trouvais intéressant dans ce qui était évoqué, mais surtout dans la présentation que Simon Sharp fait, c'est l'idée, quand il parle de l'équilibre, vous êtes, bon, il y a plusieurs étudiants, il y a plusieurs adultes. On entend parler de la notion d'externalité. L'externalité, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas inclus dans la valeur économique d'un bien. Or, ça présuppose, et c'est ça qui vient nous mettre de l'avant, cette idée, donc, qu'on peut simplement internaliser un coût, par exemple, environnemental cette fois-ci, mais quand on parle de transition, quand on parle ici des chemins de la transition, quand on réfléchit cette notion-là, elle perd son sens parce que la notion des marchés de carbone, la notion de la taxe carbone, c'est de dire, bien, finalement, on va donner une valeur économique à ce bien-là et en faisant payer au meilleur coût possible, les gens vont changer leur comportement et on va atteindre cet équilibre-là. Or, si on veut atteindre la carboneutralité, ce schème-là ne fonctionne pas parce que c'est ce schème-là qui a mené à la dégradation environnementale qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut transformer les manières de penser et c'est là où l'État ne peut pas juste dire
on va faire une modification à la marge. On est tout le temps dans une situation où il y a quelque chose qui retrousse, on va juste le replacer. Si une entreprise émet davantage, bien, elle va payer simplement un peu plus, puis par la suite, ça va revenir. Ça prend des transformations et pour ça, bien, ça prend l'État aussi. Il faut que l'État joue un rôle beaucoup plus solide. Quand vous parlez d'innovation, c'est ça. Donner des conditions aux entreprises, bien, c'est pas juste de les punir potentiellement si elles émettent trop ou X ou Y. Il faut aussi leur donner les conditions d'innovation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement assumé. On est assez frileux. Quand vous parliez des statistiques, justement, sur les brevets, c'est quand même assez révélateur. Je pense qu'on a un rôle à jouer beaucoup plus important et je crois beaucoup en la capacité de l'État et l'État, c'est nous, c'est pas juste des institutions qui sont abstraites, là, mais on a cette capacité de pouvoir faire des transformations extrêmement rapides. Je voulais en parler plus loin dans ma présentation, mais juste l'exemple sur l'électrification des transports. Il y a des États comme la Norvège qui, eux, ont mis en place des instruments qui étaient non seulement de donner des subventions aux voitures électriques. Puis ça, c'est un enjeu qui était majeur, mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont taxé le comportement qui était problématique. Donc, pour une voiture à essence équivalente, ça coûtait beaucoup plus cher. Et en une quinzaine d'années, l'électrification des transports s'est faite à une vitesse grand V qui est du jamais vu par rapport à ce qu'on a ici. Et ça, bien, parce qu'ils ont mis les différents outils. Les taxes, ce n'est qu'un outil. Il y a plusieurs outils dans le coffre de l'État. Et je pense qu'on les exploite vraiment, franchement, pas assez. Catherine? Ce qui me... je trouvais ça un peu étonnant. Je pense que M. Sharp présente son discours sur que la taxe carbone ne sert à rien pour provoquer un peu, parce que plus tard dans son exposé, il démontre aussi à quel point c'est important. Comme Annie l'a dit, la taxe carbone, c'est un élément. L'investissement est l'autre partie très importante, puis la réglementation, on va en parler plus tard. Ce que je comprends mal de faire un discours où on vante, enlever les taxes carbone, c'est qu'on prive l'État de revenus. La transition, c'est quelque chose qui va coûter cher parce qu'il va falloir que l'État investisse pour changer les comportements des consommateurs, rendre la voiture électrique plus abordable, rendre les transports en commun plus efficaces et plus agréables. Donc, il y a besoin d'investir. Et si je comprends bien, dans l'économie, une façon d'obtenir de l'argent, c'est une taxe. Donc, pour moi, c'est deux choses qui doivent aller ensemble pour pouvoir faire avancer le système. Alors, j'ai conclu que c'était peut-être un peu de la démagogie, mais Catherine, toi qui es plus que moi dans l'économie, peut-être que tu peux m'éclairer sur ce sujet-là. Parce que actuellement, un trouble que j'ai face au gouvernement fédéral canadien, c'est le fait que M. Carney systématiquement prive le gouvernement de revenus, comme la taxe sur le numérique, la taxe sur le carbone. Puis là, tu dis, oui, mais on va la financer comment, alors, notre transition, si on n'a plus de revenus dans l'État? Et moi, personnellement, je pense que c'est à ça que ça sert, un État, à générer des revenus pour après les investir dans la direction où on doit aller. Donc, dire que la taxe carbone, c'est négatif, ça me semble être un peu faire le jeu de tous ceux qui critiquent les mesures de contrôle des pollueurs, finalement. On revient au principe pollueur-payeur. Alors, mais je suis ignare dans le domaine, donc j'écoute Catherine. Mais je veux juste préciser, en fait, pour le fédéral, la taxe ne servait pas de revenu parce que tout l'argent était retourné aux citoyens. Donc, la taxe fédérale, telle qu'elle est construite, ne servait pas ça. Puis, je dirais, pour Simon Sharp, c'est plutôt de dire qu'une taxe ne suscite pas l'innovation. Donc, c'est l'enjeu de la transition. C'est son point de vue de dire c'est un problème d'innovation. Donc, la taxe peut jouer un rôle, il le montre aussi, mais ça ne permet pas d'amener des solutions aux problèmes. Je me sens interpellée de parler d'innovation. Donc, je comprends ton point de vue, mais comme dit Normand, cette taxe-là était répartie. Bon, la taxe sur le numérique, ça m'a autant surpris.
Mais je ne sais pas, on essaye d'apaiser le président Trump, ce qui est, à mon avis, peine perdue, là, mais c'est un jeu politique. Je pense que ce sur quoi le gouvernement table en ce moment, c'est autant au provincial qu'au fédéral, c'est d'aller générer davantage d'argent de nos ressources naturelles. Puis, comme j'ai dit, il manque un élément dans le système. Si on ne brevette pas, on est à la merci des technologies étrangères et d'une permission qui pourrait ou pourrait pas être donnée. Que ce soit pour l'utilisation des licences de cette technologie-là ou que ce soit carrément pour les technologies. Donc, je pense qu'il y a une course à la maison de brevets qu'on doit mener, que nos entreprises doivent mener et pour lesquelles nos universités ont un rôle incroyable à jouer parce que les technologies, souvent, sont développées d'abord avec des nouvelles idées qu'on brevette. Moi, je travaille à Polytechnique, on a énormément de contrats industriels et de relations avec plusieurs entreprises. Ce transfert technologique-là existe et devrait être mis de l'avant pour permettre aux entreprises de breveter davantage. Mais je pense que cette course-là à la maison de brevets, et puis la semaine passée, j'étais à la conférence de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et Jim Balsillie nous a dit clairement il faut qu'on soit beaucoup plus stratégique en termes de propriété intellectuelle, d'innovation. Je le cite en anglais, il a dit we need to make the intangibles, donc les brevets, tangible. Donc, il est temps qu'on protège notre propriété intellectuelle. Mais juste, Catherine Potvin mentionnait l'enjeu de la rapidité. Il faut qu'on fasse des modifications rapidement, des transformations rapidement. Or, j'ai l'impression que ton discours, c'est quand même un discours qu'on entend depuis longtemps, mais qui se déroule sur des décennies, alors qu'on est dans des échelles de temps beaucoup plus courtes. On n'a jamais réussi au Canada à faire de deuxième transformation, là, à peu près, de minéraux. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'imaginer que dans 2 ans, 1 an, 5 ans, on va y arriver? Est-ce qu'il y a des pistes, il y a des façons de s'approprier ça ou c'est un espoir? Moi, je suis une éternelle optimiste, hein, donc je ne suis pas la bonne personne à qui demander ça, cette question-là. Mais si on regarde le comportement de la Chine depuis les années 50, peut-être 70, peut-être plus tôt, là, ça fait peut-être 50 ans, là, on est comme dans la fable du lièvre et de la tortue. La tortue, la Chine est partie, ils ont breveté, ils ont travaillé sur leur éducation, un peu comme la Corée par ailleurs. Ils ont vraiment travaillé sur les institutions, sur les technologies, sur l'éducation, sur le financement des certaines entreprises familiales spécifiques. Et ça a porté ses fruits. Les dernières données qu'on avait, je pense que j'ai regardé ça hier, au Canada, on avait à peu près 12 brevets par million d'habitants. Le Danemark, en 2022, ça doit tourner autour de 60 par million d'habitants. La Corée, c'est 111. Bon, la Chine, on retombe à 11, mais bon, imaginez le dénominateur de la Chine. Fait que multipliez votre 11 par le dénominateur, ça va vous donner le nombre de brevets dans le domaine. C'est absolument phénoménal. Puis ça, c'est des brevets qui ont une portée environnementale. Donc, nous, on est le lièvre. On dit « Oh, palais! Hey, la tortue s'en va, nous autres, il faudrait qu'on rattrape. » Est-ce que le lièvre peut être capable? Bien, écoute, peut-être qu'il faut construire un tremplin pour permettre au lièvre, mais ce tremplin-là, il faut le construire. Donc, comment on propulse nos entreprises? C'est qu'on soit tout le monde derrière et qu'on mette des efforts absolument considérables, des investissements absolument considérables pour permettre justement de faire, peut-être pas un saut de grenouille, là, j'ai juste le terme leapfrog en anglais qui me vient, là, mais il faut qu'on réussisse à rattraper et qu'on ait ce courage-là. Or, nos entreprises semblent frileuses en ce moment à investir du fait de l'incertitude géopolitique qui plane au-dessus, là.
Mais je pense qu'on se leurre en se disant que oh, ça va aller mieux dans 4 ans. On se met la tête dans le sable puis on attend. C'est maintenant, le climat n'attend pas, la Chine n'attend pas, ils brevettent, puis la machine à brevet fonctionne à fond la caisse. Donc, il faut qu'on brevette tout ce qu'on pense qui est brevetable, et après ça, bon, on s'en parlera. Donc, cette course-là, à mon avis, est fondamentale parce que dans le fond, c'est le chaînon manquant qui nous empêche d'innover. Merci. On va passer donc au prochain bloc, réglementation. Donc, par définition, on revient un peu à l'innovation, à la transition énergétique telle qu'elle est présentée là, dans le séminaire de Charles. C'est basé sur l'innovation. C'est un conflit avec les joueurs établis qui, eux, vont essayer de préserver leur précaré. Donc, dans ce contexte-là, les enjeux de l'ego, réglementation et autres deviennent importants. Donc, je pense pour lancer cette discussion-là, écoutons donc les 2 prochains extraits. Well, early in the transition, I think there's good reason for saying that actually investment beats tax in effectiveness or efficiency or whatever you want to call it, really. On the right there is a quote from Stefan Halligat, who's the top climate change economist at the World Bank. And this was several years ago he wrote this, but it's even more true now, saying that all the progress we've made in renewable energy and electric vehicles all over the world seems to be, it's come about with policies focused on new investments, not with carbon taxes. And the reason is feedbacks, specifically reinforcing feedbacks, self-amplifying processes, learning by doing. The more we make something, the better we get at making it. The economies of scale, the more we make, the cheaper it gets. The emergence of complementary technologies, the more something gets used, the more other technologies come along and make it more useful. And when you have a new technology early in its development, these feedbacks are all feeding off each other. You've got several of these reinforcing feedbacks and they power it along, its development and its diffusion. Tax should target tipping points. This is also true when you look across sectors. The classic recommendation is you should have an equal carbon price across the whole economy. Why? Because that maximizes allocative efficiency. Why is that wrong? Because we're not concerned with allocative efficiency. We're trying to get system transitions. We care about dynamic efficiency. How do we get innovation and structural change? And there, I like to visualize the transitions as a hill. You have to push a ball over a hill to make the transition happen. It's hard on the way up. You get over the top, and after that, it gets easier. And each of these hills is a different height. You know, steel is much harder than cars. And so if you have your carbon price set so that it's just right for cars, maybe you've managed to simulate what Norway did through just a carbon price, well, that's going to be much lower than you need for steel and much higher than you need for efficiency in buildings and so on. So actually, that's a really inefficient way to approach it. Annie Chaloux, on a parlé du prix de la taxe, mais aussi, c'est quoi le rôle des outils non économiques, donc réglementation, loi et autres, dans transition énergétique? On est à l'Institut Trottier, on est transition énergétique, mais on peut voir ça de transition plus large, climatique. Donc, quels sont les aspects qu'on a tendance aussi à négliger là, dans ces transformations-là? Peut-être juste avant de répondre à ça, je veux juste aussi, sur la présentation qu'il a faite, il y a quand même un élément, je pense, qu'il occulte et que très souvent, de manière générale, notre société occulte et qui revient un peu aux propos que Catherine Potvin a dit en début de présentation. C'est-à-dire que quand il nous présentait la boucle de rétroaction, il nous montrait une situation dans laquelle, plus, par exemple, une entreprise ou une organisation va innover, plus ça va réduire, au début, le coût du changement va être élevé, ça va être de moins en moins cher, donc on va économiser, on va peut-être émettre moins de gaz à effet de serre, donc notre produit va être plus efficace, donc on rentre dans une boucle. Et ça, on appelle ça le paradoxe de Jevons, qui est un effet que lui ne parle pas, qui est le fait que plus un produit devient efficace dans sa production, plus l'entreprise va en produire. Donc, on rentre encore une fois dans une boucle de croissance infinie. Je me permets de dire ça parce que ça c'est l'élément pour moi qui met un frein
Je ne suis pas nécessairement une anti-technologie, mais je pense qu'on est encore sur notre bulle de croire que la technologie va nous sauver. Et c'est Normand qui m'avait mis la puce à l'oreille il y a quelques années quand il avait sorti son article, notamment sur quand la carboneutralité change tout. C'est-à-dire que quand on dit, bien, on va réduire, puis on va réduire graduellement, puis qu'on n'arrive pas à un seuil de zéro, bien, on va toujours faire des choses à la marge. Mais quand on se met un objectif qui est transformationnel, comme celui, par exemple, de la carboneutralité, bien, on ne peut plus réfléchir les choses de cette manière-là, parce que, par exemple, l'infrastructure qu'on construit maintenant, un troisième lien, par exemple, bien, ça a une portée sur 50, 60, 70 ans. Ça va avoir des impacts sur nos pratiques comme citoyens, comme par exemple, quelqu'un qui a une voiture versus le transport collectif, etc. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et si je reviens maintenant à la question que Normand tu poses, bien, l'État a une panoplie d'outils à sa disposition pour faire ces changements-là. Et là où je pense parfois, c'est qu'on oublie comment les idées peuvent jouer un rôle qui est transformationnel. Si on pense, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de l'exemple de la Norvège avec les voitures. Bien, en fait, au Québec, par exemple, on a construit notre notion de déplacement comme individu sur l'automobile. On a tellement intégré cette notion que le déplacement au Québec, peut-être sauf en région montréalaise, mais tout de même basé sur l'automobile, qu'on a même internalisé le fait que ça nous coûte une fortune en budget public assurer nos routes, nos autoroutes, les constructions de nouvelles infrastructures et qu'on perçoit le transport collectif comme étant une dépense. Pourquoi le transport collectif est une dépense alors que le transport individuel qui est réparti sur l'ensemble des contribuables est beaucoup plus élevé? Quand je parlais en début de présentation sur voir le monde différemment, si on est capable de se changer de place puis d'avoir un autre modèle pour observer le même phénomène, ça nous permet d'avoir d'autres solutions. Et l'État dispose de plein de solutions, mais qu'il ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il a, d'une part, il est incarné, j'étais presque pour dire des fois encrassé dans certaines idées qu'il continue, qu'il va perpétuer et que les solutions qu'il va apporter sont toujours par rapport à ce même schéma-là. Et là, les institutions se renforcent. C'est très rare qu'on abolit une loi, on va modifier une loi qui est déjà présente, qui avait des principes initiaux, puis qu'on va moderniser, qu'on va ajuster, qu'on va changer. Mais si notre façon de concevoir ce problème public-là n'est pas le bon, on ne règle pas les problèmes. Et donc, je pense qu'une des choses qu'il faut voir à cet effet-là, c'est penser l'État comme étant un acteur ayant une logique dynamique et non pas une logique qui est immuable. On est souvent, et on le vit actuellement, on est à la fin d'un cycle budgétaire qui est plus difficile au Canada et au Québec, mais on a des routines budgétaires, on a des silos ministériels, on a des cadres qui font en sorte qu'on pense qu'il faut fonctionner d'une certaine manière et que si on parvient à changer les idées, et ça, l'État est capable de le faire, on peut faire des programmes de sensibilisation, on peut réfléchir autrement avec plusieurs types de solutions. Au Québec, on a traditionnellement et historiquement, beaucoup plus qu'ailleurs en Amérique du Nord, investi quand même beaucoup dans plusieurs programmes publics qui ont transformé la société québécoise. On peut penser au système de garderie, il y a énormément de choses qu'on a pu faire qui ont réussi à rééquilibrer certaines choses. Puis je pense qu'en termes de changement climatique, en termes de transition, on peut le penser pareil. J'ai un collègue qui, il y a quelques années, peut-être que certains d'entre vous le connaissez, Hugo Séguin, avait écrit un ouvrage, là, pardonnez-moi, là, j'ai oublié le titre, là, mais c'est « Ode à mes amis environnementalistes et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent ». Et une des choses dans son essai qu'il propose à la fin, c'est de dire, bien, un des problèmes qu'on a au Canada, on parlait des ressources naturelles, par exemple, bien, c'est parce qu'on continue de penser que les ressources naturelles, c'est un bien privé, que c'est des sociétés privées qui vont en faire la gestion. Et comme ils génèrent un problème public qui est beaucoup plus important, une des idées qui est véhiculée, c'est l'idée, bien, pourquoi à la place, on ne réfléchit pas à la gestion de nos ressources naturelles différemment? Par exemple, lui, un des exemples qu'il propose, c'est de dire, si on nationalisait, par exemple, la production des hydrocarbures, et qu'on veut véritablement arriver à la décarbonation,
c'est bien mieux de penser à l'État comme l'acteur qui va réduire la production du pétrole, par exemple, que de penser qu'une entreprise privée qui vise à la maximisation de ses profits va réduire sa production. L'entreprise, son but, et le lobbyisme qui en découle, est de continuer la production, d'accroître cette production-là. Et donc, il y a un schisme qui s'opère qu'on n'est pas en mesure de défaire. Alors que si, par exemple, on fait juste réfléchir, et je ne vous dis pas que c'est la solution miracle, mais si on réfléchit, bien, si on réfléchissait cette problématique-là autrement et qu'on dit à la place, nationalisons cette ressource-là et l'État aura le mandat de procéder à la décarbonation, à la diminution de la production et à mettre fin autant que possible à la production de ce secteur-là, bien, on arrive avec plein d'autres possibilités, avec plein d'autres risques, plein d'autres problèmes, j'en conviens. Mais reste que ça, c'est une manière de réfléchir à l'extérieur de la boîte et que je pense qu'on a plusieurs outils pour le faire. Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a, tu sais, le coffre à outils de l'État pour intervenir est extrêmement vaste. On parlait de subventions, on parlait de taxes, on parlait de marché du carbone, mais on peut aussi parler en termes... Il y a plein de types de promotions qui peuvent se faire, d'accompagnement, on parlait d'éducation. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut aussi penser à ce que autrement ça pourrait être, et là, ces possibilités-là s'ouvrent. Catherine Potvin. Ça m'interpelle ce que tu viens de dire au niveau du rôle de l'État, parce que, encore une fois, moi, je suis ici avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais j'ai été extrêmement surprise par, je ne sais pas même si ça s'est fait, je crois que oui, malheureusement, certaines actions de la CAQ, mais celle en particulier auquel je fais référence, c'est le fait que Hydro-Québec a mis sur pied circuit électrique. Et je pense que là, l'idée, c'était, une fois que l'État, donc Hydro-Québec, donc nous-mêmes, tout le monde, on a investi pour se doter d'une infrastructure qui est, somme toute, assez bonne, mais pas parfaite, il faudrait qu'elle continue à croître, etc. Puis là, on l'a vendu ou on l'a donné à des promoteurs privés ou la CAQ voulait, en tout cas, la privatiser. Donc là, l'État assume tout le coût d'un développement d'infrastructure. Puis au moment où ça peut générer des profits parce que l'investissement est fait, bien, tu donnes ça au privé pour qu'il se fasse des profits. Ça me semble assez étonnant dans une logique financière. Puis Trudeau a fait exactement le contraire. Il a acheté avec notre argent un oléoduc qui était tellement nécessairement déficitaire et problématique que l'industrie privée ne voulait pas acheter cet oléoduc-là. Fait qu'on dirait que notre gouvernement, quand il s'agit d'investir, ne comprend pas vraiment comment investir. Parce je veux dire, non, mais si je faisais ça avec mon fonds de retraite, là, ça serait tragique. Et bien, en fait, ils font ça avec mon fonds de retraite. Tu sais? Non, en fait, tu sais. Et comme, ben là, je ne travaille plus parce que je suis à la retraite, ça me préoccupe. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la logique derrière des... Je m'excuse de vous faire rire. C'est parce que comme je ne peux pas beaucoup parler à cause de mon extinction de voix. Donc, j'ai beaucoup de misère à comprendre c'est quoi la logique derrière des actions comme ça. Moi, je me dirais, circuit électrique, ça devrait être une fierté, ça peut être transformateur. On analyse ce qui ne marche pas. Tu sais, à Montréal, plus il va y avoir d'auto électriques, plus il va falloir que les bornes soient rapides. Parce que si chaque auto prend 6 heures pour se faire le plein, ça ne marchera plus à un moment donné. Et puis, pourquoi est-ce que je suis copropriétaire avec vous d'un oléoduc déficitaire? Qu'est-ce qui se passe dans la logique des États face à l'investissement de nos deniers publics? Catherine Baudry. Oui, Catherine, j'espère que tu t'attends pas à ce que je fasse une réponse intelligente à ça. Là. Je ne suis pas dans la tête de nos politiciens. Mais, Annie, j'ai eu une vision de Daniel Smith poussant un maître chez nous du pétrole et gaz quand tu parlais. C'est surréaliste, ça, vraiment. Là. Moi, j'avais proposé, il y a quelques années, ça doit faire 2-3 ans maintenant, tu as mentionné que nos ressources, ça devrait être un bien public. Je me suis dit, bien, on loue des voitures. Bien, pourquoi on ne louerait pas les batteries des véhicules électriques? Tant qu'à louer les batteries, bien, pourquoi on ne louerait pas nos atomes?
Donc, jamais se départir de la propriété de ces atomes-là. Ça requiert un changement de paradigme, un changement de modèle économique, mais drastique. Mais il faut convaincre nos minières de dire, bien, là, vous ne vendrez pas tout de suite le minerai, mais à chaque fois que le minerai va tourner dans la circularité, bien, vous allez passer go, collecter vos 200 $. Puis là, la boucle va continuer de tourner, va continuer de tourner, va continuer de tourner. Puis, bon, moi, étant pacifiste, je vois ça comme une façon d'empêcher la création de bombes, mais plutôt de maintenir ça dans une circularité. Mais bon, on n'embarquera peut-être pas là-dedans. Pour répondre à ta question, pourquoi ce circuit électrique a été vendu? Moi, à mon avis, je pense qu'Hydro-Québec a voulu se concentrer sur sa mission première, qui est d'aller chercher les revenus de l'électricité et de dire, bien, pour son déploiement, bien, on va mettre l'entreprise privée qui va déployer. Je pense que c'est une décision de se concentrer sur leur propre Le circuit électrique n'est pas encore vendu, mais c'est dans l'ancien projet de loi 96 de le mettre en vente. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Oui. En fait, tout le problème de ce que tu as énoncé, c'est justement parce qu'on est encore dans le même paradigme. On est dans le paradigme où on a conçu, par exemple, notre ressource qui est le pétrole d'une manière X et que pour nous, c'est gage de prospérité sur la scène internationale et autres. Et tant que les gouvernements, par exemple au fédéral, ne cernera pas les limites de ce paradigme-là, bien, on est dans cette position-là qui est un peu... c'est ça, c'est d'essayer de faire entrer un cercle dans une boîte, je ne sais pas trop, là, mais il y a quelque chose ici qui est problématique. Mais si on est capable de dépasser ce seuil-là, actuellement, malheureusement, ce n'est pas avec les partis actuels qu'on a à Ottawa qu'on va être en mesure de faire ces transformations-là. On est aussi, il y a quelques années, j'avais écrit un ouvrage avec un collègue où le titre, c'était sur la gouvernance environnementale au Canada, et le titre, c'est « Le Canada est-il ingouvernable? » Et sur la question environnementale, je n'ai 7 ans plus tard toujours pas la réponse. Parce que le fédéralisme canadien tel que conçu, l'environnement n'était pas une priorité, c'est un pouvoir qui a été, qui vient des autres compétences par la bande. Et on n'est pas en mesure de se parler, puis on n'est pas en mesure d'avoir un discours cohérent pour plein de raisons historiques, identitaires, quelles qu'elles soient. Et donc, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question. Elle s'explique, par contre, ce décalage Québec-Ottawa sur ces questions-là. Mais dans les deux cas, pour moi, ce qui me marque, c'est le fait que dans les deux cas, les gouvernements n'ont pas compris la valeur de leurs ressources. Et il est là le problème. Mais quand on regarde à l'étranger, donc le Canada a fait office de cancre, malgré ce que dit M. Legault, qui dit qu'on est en avance au Québec. On est en retard sur une bonne partie de l'OCDE, en fait, de tout l'OCDE. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres pays donc, qui sont plus à même d'utiliser ces outils-là réglementaires ou des outils non économiques? Ou qu'est-ce qui fait que nous, est-ce que c'est la solution, c'est la Constitution? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de difficultés à utiliser ces outils? Bien, en fait, souvent on parle du modèle scandinave, hein, où il y a beaucoup de réformes qui ont été faites sur le plan énergétique, sur le plan des transports, de la mobilité, etc., qui sont beaucoup plus avancées que nous. On ne peut pas oublier la notion géographique au Canada quand même, puis démographique, qui fait en sorte que c'est un enjeu supplémentaire qui peut rendre plus difficile certains volets de la transition. Ça ne l'excuse pas, ça peut l'expliquer, je dirais en partie. On est aussi très influencé par les États-Unis. Je ne vous apprends rien, mais souvent on parle du Québec comme étant ah non, mais on est l'Europe de l'Amérique. Non, on est très nord-américain. On est très et beaucoup plus nord-américain qu'on peut le penser. Et nos politiques publiques sont ce reflet-là. On a de la misère à réfléchir. Parlons de mesures écofiscalité. Quand on parle, par exemple, tout à l'heure, moi c'est l'exemple le plus marquant. Pourquoi on subventionne la voiture électrique, qui est là de moins en moins et presque plus, mais pourquoi pendant longtemps on a subventionné la voiture électrique, qui est un coût astronomique pour l'État? Le passé, 8 000 $ par voiture. Qui peut se payer ça? Qui en bénéficie et pourquoi?
Et pourquoi ne pas avoir mis une taxe sur les voitures équivalentes à essence qui nous fait en sorte de créer donc un coût pratiquement nul parce qu'on va chercher d'un côté, on va le donner à l'autre, et avec plein de mesures compensatoires qui pourraient faire en sorte que si vous êtes dans le milieu agricole, vous avez besoin, par exemple, de votre F-150, bien, c'est correct, mais si vous êtes à Longueuil, vous n'en avez peut-être pas besoin si vous n'êtes pas travailleur de la construction, bien là, il va y avoir cette taxe-là, et là, ça ne nous aurait pas coûté des milliards de fonds publics, ça aurait fait en sorte de créer un certain équilibre dans ces mesures-là. Quand on pense aussi différemment, il y a plusieurs sociétés dans lesquelles l'autopartage est beaucoup plus institutionnalisé. On pourrait, tout à l'heure, quand on était au cocktail, justement, je donnais l'exemple de, par exemple, on pourrait innover en disant, bien, par exemple, au Québec, on va faire des réformes réglementaires pour que toutes les entreprises de plus de 50 employés soient dans l'obligation de rendre disponible leur véhicule pour rendre la possession de la voiture qui soit plus nécessaire pour le particulier. Dans le fond, ce qu'on a besoin, par exemple, dans le volet de la mobilité, c'est de se déplacer, pas de posséder. Et ça, si on est capable de changer ce paradigme-là, bien là, ça fait que des décisions un peu absurdes que nos décideurs font n'auront plus de sens parce que ça n'entrera plus dans ce schéma-là. Et je suis très sensible aux gens des régions. Je viens de Sherbrooke, dans un milieu où il n'y a pas toujours de transport en commun et où ça peut être très compliqué. Mais si on devient si l'État devient le facilitateur de l'accès à la voiture plutôt que le possesseur de la voiture, bien, il pourrait y avoir plein de petits communautés de ce monde. Il pourrait y avoir des quartiers où on rend disponible des voitures. On pourrait vraiment démultiplier et il y aurait beaucoup moins de voitures, mais beaucoup plus accessibles à beaucoup plus de monde, ce qui ferait en sorte que les revenus, par exemple, les gens avec des revenus plus faibles ont accès beaucoup plus facilement à la voiture. Et ça, c'est des mesures d'équité qu'on peut réfléchir. C'est pas absurde, c'est pas complètement fou, c'est pas d'être complètement socialiste que de proposer ce genre de mesures-là. Mais quand on arrive avec ce genre d'idées-là et qu'on frappe un mur d'acteurs gouvernementaux qui, eux, ne comprennent pas ce monde-là dans lequel on leur propose, il y a un problème. Donc, c'est là où l'importance de changer les mœurs, de rentrer dans une autre conception du monde. Et si on est juste capable de modifier notre perception de la mobilité, bien, on peut vraiment tout faire après. Et au Québec, bien, les émissions de gaz à effet de serre, 44 à peu près viennent du transport. Fait qu'on a un rôle à jouer et c'est pour ça où on ne fait pas reposer le fardeau sur l'individu, on demande à l'État de conditionner, de donner les conditions de la transformation et là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup. On va passer au troisième bloc, donc sur la diplomatie. La transition énergétique et l'aide au changement climatique, c'est un défi mondial qui implique la diplomatie. Aujourd'hui, on en a parlé, la COP 30 se déroule au Brésil. Donc, écoutons un peu la position de Simon Sharpe sur ces enjeux. So, the focus of diplomacy over the last 30 years on climate change, I would say, has been at the point of least leverage, which is long-term targets, economy-wide in scope, and universal participation in these UN discussions. And if we really want diplomacy to help to come on top of the best that we can do at the national level and help us push it even further and even faster, then we need to shift to the opposite corner of the 3D space, the point of maximum leverage, which is sector-specific, plurilateral, small groups, and focused on actions rather than targets. If we do that, then I think we can much more quickly cross the tipping points in a lot of the emitting sectors. And the good news is, just as in the climate system, all the bad tipping points are connected to each other, in the economy, all the good tipping points are connected to each other. The shared technologies between sectors mean when you cross the tipping point in one, it increases your chances of crossing the tipping point in others. If decarbonization is a net cost and it only ever gets more difficult, then the job of diplomacy is burden sharing. It's how do we carve up the finite global carbon budget in a world where we all wish we could have as much of that budget as possible. So it's a zero-sum or really a negative-sum game. And negative-sum game diplomacy is very, very difficult, doesn't tend to get very far. If actually we're driving towards a clean economy that is cheaper and better than the fossil economy, it's a positive-sum game.
And instead of trying to carve up the global carbon pie, we can instead focus on how do we work together to move up the S-curve of the transition. And when we do that, we see there are all of these potential coordination gains, faster innovation, the larger economies of scale, the stronger incentives for investment. All of those are things that countries can achieve by working together more than when they work alone. None of that means we're somehow not competing with each other. It just means we're cooperating to grow the markets for clean technologies at the same time as we compete with each other to supply them. Catherine Potvin, vous êtes représentée le Panama à ces grandes conférences climatiques entre 2005 et 2009. Bon, que pensez-vous de la position de Simon Sharp? En fait, quand j'ai écouté et réécouté plusieurs fois ces extraits qui me donnent un peu la chair de poule, alors je vais quand même expliquer d'où je viens. Hein? Alors moi, je travaille sur la forêt. Comme je travaille sur la forêt tropicale, pourquoi? Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui pourquoi la forêt tropicale. Parce que quand on parle de storer du carbone, un arbre, ça pousse beaucoup plus rapidement dans les tropiques qu'ici. Donc au début, je me suis intéressée au reboisement comme une façon de storer du carbone. Mais rapidement, j'ai commencé à travailler avec les peuples autochtones qui, eux, protègent la forêt. Donc, je passe beaucoup de temps dans des communautés autochtones, dans des forêts tropicales, dans des pays tropicaux, en particulier au Panama. Et j'ai négocié au nom du Panama pendant 5 ans à la Convention cadre des changements climatiques. Donc, moi, je négociais comme un membre du G77 et la Chine. Donc, j'arrive avec une perspective très, très, très différente. Alors, il y a beaucoup de choses qui me font réagir. Je ne suis pas en sciences politiques, mais j'ai une bonne expérience de terrain de la négociation. Alors, je vais essayer de partager avec vous les choses qui me préoccupent ou m'irritent ou m'inquiètent dans ce que j'écoute. Bon, il semble dans son premier extrait qu'on dit « Ah, ces négociations climatiques-là, ça va nulle part ». Peut-être, c'est vrai, là, ça fait 30 ans, 30 COP, une COP par an. Ça a commencé en 1992. Donc, peut-être que c'est vrai que ça ne va pas très vite, mais c'est quand même la négociation climatique qui fait qu'on a réussi à mettre cette préoccupation-là à l'ordre du jour. Une fois, je me rappelle, je parlais avec une politologue, puis elle me disait « Vous êtes tellement exigeants, vous les scientifiques, vous devriez être satisfaits déjà d'avoir déterminé un certain cours dans le discours politique, dans le discours social. » Il y a 10 ans, avec Normand et d'autres, on avait commencé un mouvement au Canada, Dialogue pour un Canada vert, en préparation à la COP de Paris et en réaction à la possible réélection de Harper comme premier ministre du Canada. Et à l'époque, on n'entendait jamais parler de changement climatique dans les médias. On s'était même fait dire que personne ne parlerait de notre initiative. Maintenant, tous les journalistes en parlent, toutes les émissions en parlent, Penelope McQuaid en parle. Ça fait que tout le monde est intéressé par ça, ou du moins tout le monde sait que ça existe. Donc, il y a quand même eu une prise de conscience beaucoup plus large. Je comprends qu'il y a un déficit d'action, mais c'est aussi ces grands mouvements-là qui ont mis ça sur la table. Maintenant, M. Sharp dit « ça serait beaucoup mieux d'avoir des petits groupes de pays qui proposent des actions ». Bien, si vous êtes le Panama, là, dans quel petit groupe on va vous inviter, vous pensez? En fait, Panama, c'est un mauvais exemple parce que l'Organisation maritime internationale va l'inviter parce qu'à Panama, 50% des bateaux du monde ont un drapeau panaméen. Okay? Mais à part l'Organisation maritime internationale, là, qui va asseoir les Seychelles dans son petit groupe, pensez-vous? Non. C'est que les Nations unies, ça a quand même une fonction excessivement importante, c'est donner une voix à tous les pays. Fait que oui, je comprends que la transition énergétique, c'est possiblement en grande partie technologique, mais il y a quand même une reconnaissance à avoir de l'historique de ce problème-là, qui l'a causé, où on en est, quels sont les impacts, puis les impacts, comment on va faire pour aider les pays qui reçoivent ces impacts-là à y faire face.
Quand je négociais, donc on revient en arrière et qu'on préparait la conférence de Copenhague, c'était 2009, on avait eu un éthicien, un philosophe qui était venu parler aux délégués, puis qui disait « La responsabilité, elle est très différente quand tu fais un tort et que tu ne sais pas que tu fais un tort. Tu peux faire mal à quelqu'un, tu peux poser une action détrimentale. Puis tu as une responsabilité, mais la responsabilité était complètement différente de la responsabilité que tu as quand tu fais un tort et que tu sais que tu fais un tort. La première conférence des partis en 1992, elle avait été alimentée par le premier rapport du GIEC. Si vous le lisez, ce rapport-là, vous verrez que les scientifiques, on disait, on n'est pas sûr, mais on pense que peut-être, possiblement, l'humain fait quelque chose qui aurait un impact peut-être sur le climat. Donc, il y avait un mot, un peut-être, un possible, un mot, un peut-être, un possible. Okay? Mais là, c'est plus ça, là. Depuis la COP de Paris, le rapport du GIEC a dit « On sait clairement et on peut attribuer le changement du climat à l'action humaine. On peut faire le lien avec la production de combustibles fossiles et leur utilisation. On le sait. Et il y a des pays, comme le Canada, qui est un pays producteur de pétrole, englué dans sa production de pétrole, qui ne réussit pas à sortir de sa production de pétrole. On cause du tort à d'autres pays. Et le seul endroit où ces pays-là ont une voix, c'est les Nations unies. Donc, la techno-fixe, en pays qui ont des technologies puis qui vont les défendre, moi, ça me fait très peur. Un peu plus loin, M. Sharp dit « It's a positive sum game ». It's a positive sum game pour les joueurs de l'industrie qui vont développer ces nouvelles technologies-là. Mais quand on pense à la géopolitique puis à la diplomatie de la transition énergétique, il y a des questions quand même qu'il faut se poser. Elles sont où les terres rares? En Chine, mais ailleurs, en Bolivie, par exemple. Moi, je travaille en Amérique latine. Donc, est-ce que vous pensez que la Bolivie va être invitée dans le groupe des pays là, qui vont faire toute leur... ou bien ça va être un nouveau colonialisme, une nouvelle déprédation de ces pays-là? Alors, c'est compliqué pour moi. Je trouve que son approche sur la diplomatie énergétique est aussi très naïve. Donc, je suis préoccupée par la compétition qu'il va y avoir pour les matériaux rares, pour les terres rares. Je pense que c'est réel et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Dans le multilatéral, il y a des initiatives intéressantes. Il y a Extractive Industry Transparency Initiative, qui est un ensemble actuellement de 50 pays qui disent « voici ce qu'on extrait, voici ce qu'on en fait, voici comment on distribue les bénéfices ». Et je remarque qu'il y a 2 pays industrialisés qui en sont membres, l'Allemagne et la Norvège, mais le Canada n'en est pas membre. Okay? Donc, ça sert à ça, le multilatéralisme, à protéger les pays où on va aller chercher ces matériaux. L'autre initiative intéressante qui vient des COP, c'est de Just Energy Transition Partnership. Donc, là, c'est des pays qui travaillent ensemble pour passer les technologies puis faire de la formation. Donc, il y en a avec l'Indonésie, le Vietnam. Alors ça, c'est intéressant, mais c'est aussi quelque chose qui vient des Nations unies. C'est quelque chose qui vient d'un forum où on écoute les pays qui vont être les futurs marchés, pas comme des objets, mais comme des vrais partenaires. Et ce qui est naïf, selon moi, un peu dans la vision de M. Sharp, c'est que la géopolitique de l'énergie, c'est une géopolitique de la guerre. Je veux dire, on ne peut pas se le cacher, là. L'intérêt soudain des États-Unis pour plein de pays pétroliers dans le Moyen-Orient, c'est un intérêt pour les ressources pétrolières. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre qui est éminemment reliée aux enjeux énergétiques de l'Europe. Et là, on a un monde où on a la Chine qui avance à toute vitesse, qui est le géant des énergies renouvelables. On a les États-Unis qui ont en fait perdu cette course-là au premier mandat d'élection de Trump
parce qu'ils se sont enterrés dans leur pétrole. Alors là, la géopolitique, elle est très mouvante. Le Canada, actuellement, se positionne comme un allié des États-Unis. On essaye donc que les États-Unis nous flattent comme si on était un petit caniche à côté d'eux. Mais la technologie, les nouvelles technologies avec qui on devrait collaborer, c'est plutôt vers la Chine qu'on devrait se tourner. Si on a un problème de voitures électriques, il y en a plein de voitures électriques pas chères à nous vendre. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, selon moi, ce qu'il propose. Alors, je pense que c'est très bien ce qu'il dit. Par secteur, une industrie, il devrait avoir de la collaboration. Tout ça, ça marche. Mais il faut garder par-dessus un chapeau beaucoup plus important pour orienter, pour guider et pour s'assurer qu'on ne crée pas des vides ou des problèmes encore plus graves en faisant ça. Oui, à t'entendre, Catherine, c'est fascinant de voir le rôle que tu peux avoir joué pour un petit pays. Moi, quand je regarde les COP, je vois 42 000 personnes qui débarquent dans une ville et puis qui sont là pour coordonner quelque chose. Moi, de plus en plus, je préfère les petites conférences où on peut vraiment creuser certaines questions. Donc, moi, je suis vraiment complètement à l'opposé, dans le fond, de ces... Peut-être parce que j'y ai jamais participé. Donc, moi, ça me semble être un truc absolument gigantesque, une tâche colossale à coordonner à 42 000 personnes pour arriver à quelque chose. Mais j'imagine que c'est très, très hiérarchique. Mais moi, quand j'entendais Simon Sharp parler, dans le fond, de diplomatie, moi, c'est la diplomatie technologique. Donc, le dernier aspect dont tu as parlé, Catherine, moi, c'est ça qui m'interpelle vraiment. C'est pas des gros chèques qu'on va envoyer aux pays qui risquent d'être submergés parce que les eaux vont monter. Il faut qu'on envoie des technologies qu'on a testées, qu'on a développées chez nous, et on sait qu'elles fonctionnent à moins 30 jusqu'à plus 30, qui peuvent être déployées un peu partout. Il faut qu'on fasse bénéficier le monde de notre expertise. À mon avis, ça me semble, pour moi, c'est peut-être un peu plus prometteur, principalement parce que je viens d'un milieu technologique et pas d'un milieu de négociation ou de diplomatie. Mais autant on a la diplomatie scientifique, autant je pense qu'on devrait avoir une diplomatie technologique pour développer cette expertise et faire bénéficier, dans le fond, faire la formation, comment ces technologies-là peuvent être utilisées. C'est peut-être la seule façon dont on va réussir à faire un changement en utilisant la technologie. Moi, quand j'entends le discours où on risque d'établir qui est responsable de quoi, je trouve que c'est un discours qui est dangereux, un peu basé sur la culpabilité. Et pour moi, la culpabilité, c'est pas des fondations solides pour bâtir un futur. C'est beaucoup plus divisible. Divisible? Non, c'est pas le bon terme. Divisif que de collaborer ensemble. Quand Simon Sharp parle de compétition et de collaboration, nous autres, en gestion, on a un terme qui s'appelle la coopétition. Il y a plein d'entreprises qui sont dans ce milieu-là et ça fonctionne relativement bien au niveau des entreprises. Donc, je pense que c'est cette collaboration-là. Donc, l'union fait la force, mais il faut qu'on soit capable d'être un joueur qui joue le jeu. Quand je vois la Chine approprier tout le manufacturier, l'Inde étant la pharmacie du monde, les États-Unis étant, dans le fond, le numérique du monde, ça m'inquiète de voir ces pôles-là. J'aimerais davantage voir un équilibre un peu plus réparti des pouvoirs au niveau de ces technologies-là. Quand on négocie une entente de collaboration, il faut être dans une position de force et pas nécessairement dans une position de faiblesse. À mon avis, au Canada, parce qu'on manque de propriété intellectuelle, on n'arrive pas à amener nos technologies plus rapidement sur le marché. Tu as donné plusieurs exemples de la COVID aujourd'hui. Pendant la COVID, on a co-développé la technologie, les phases cliniques, pré-cliniques, les phases cliniques 1, 2, 3, on en faisait en parallèle. Donc, l'innovation, la réglementation,
à la limite, la certification au sein des hôpitaux se faisait de front. On a été capable de démontrer qu'on est capable de faire les choses rapidement en collaborant autant au niveau de l'État que des entreprises. Donc, cette collaboration-là, université, entreprise, État, a été très, très précieuse pour nous faire avancer. Donc, c'est probablement sur ça qu'il faudrait tabler, donc de recréer cette effervescence-là qui était « on est capable de passer à travers et on va passer au travers ». Là, pour l'instant, j'entends un discours qui est très, très négatif. Je pense qu'il faudrait davantage avoir un discours « yes, we can » à la Obama plutôt que défaitiste. Mais bon, c'est l'optimiste qui parle, je suis désolée. Merci. Annie? En fait, je rejoins beaucoup les propos de Catherine sur les COP. Parce que ce qu'il faut comprendre, puis tu sais, il y a plusieurs choses. Là où je suis plus ou moins d'accord quand on dit l'aspect divisif, bien, c'est grâce... La Deuxième Guerre mondiale a amené son lot de terribles choses, mais c'est ce qui a mené à la création des Nations unies et un système normatif de coopération internationale qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Actuellement, c'est qu'on fait face à deux fronts, c'est-à-dire que les COP... Puis pour avoir participé à énormément de COP, on sort, à chaque fois qu'on sort d'une COP, on sort complètement démoralisé. On a l'impression que tout arrive à un pas de tortue. Quand on est capable de faire un pas de recul et qu'on regarde les 10 dernières années depuis l'accord de Paris, c'est énorme les progrès qui ont été faits malgré tout. Et il y a des choses que pour le commun des mortels, ça semble rien. Mais l'accord de Paris dit une chose, okay? À son article 2, dit... Par exemple, au niveau de l'atténuation, on va limiter les températures nettement sous les 2 degrés, idéalement 1,5. Ça, c'est en 2015. Donc, en 2015, ça, c'est la cible qu'on se fixe au niveau de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 2018, le GIEC propose un rapport spécial sur à quoi ressemblera le monde en 2100 à 2 degrés et 1,5. À partir de là, les normes ont changé et maintenant, là, vous faites un quiz à n'importe qui s'intéresse au changement climatique. C'est quoi la cible internationale de hausse des températures? Personne ne parle de 2 degrés. La cible qui a été entrée dans notre tête, c'est 1,5. Si on retourne à l'accord de Paris, c'est pas ça que l'accord de Paris dit. Mais on a, sur le plan normatif, renforcé une cible plus ambitieuse qu'on n'a réussi pas à atteindre, là, j'en conviens, mais reste que ça, c'est important. Les COP transforment nos sociétés. Les COP font en sorte qu'on se dote des cibles. C'est le moment, moi je trouve que c'est un moment qui est fascinant d'être au COP parce que c'est le monde climat qui s'allume, autant le monde technologique que le milieu militant. Ça oblige à chaque fois les États à se regarder droit dans les yeux. Ça oblige les décideurs à expliquer pourquoi on a accepté un Trans Mountain. Pourquoi on ne rehausse pas nos cibles d'ambition? Pourquoi on n'est pas rendu aux cibles d'électrification qu'on devait le faire? Et chaque fois que l'automne arrive, je sais que nos politiciens, ils aiment ça, mi-figue, mi-raisin, cette période, parce qu'on les talonne sur la question du climat. Les COP, c'est lourd, c'est long, c'est trop de gens, c'est plein de gaz à effet de serre, mais ça met à l'agenda politique la question des changements climatiques. Et ça, c'est pas rien. C'est fondamental parce que s'il n'y avait pas les COP, je vous garantis qu'on serait dans un monde bien pire qu'on est aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça se perpétue comme ça, mais c'est quand même... Je veux dire, moi, choisir un film de famille un samedi soir, on est 4. Je vous le dis, des fois, c'est la guerre nucléaire. Ils sont 195 États et ils réussissent, année après année, à s'entendre sur plein de choses. On parlait de la question, une question qui est importante, juste pour vous montrer à quel point ça a progressé rapidement, entre guillemets, la question des pertes et dommages, des pertes et préjudices. Les pays en développement, là, ça fait 30 ans qu'ils se battent pour dire, bien moi, si le niveau des eaux monte, mon village disparaît. C'est pas juste comment on adapte et qu'on construit des nouvelles digues, là. C'est je n'existe plus comme communauté. Bien ça fait 30 ans qu'ils le demandent. En 10 ans, on a été d'un seuil où on crée un petit sous-comité pour faire quelque chose pour en parler, jusqu'à la création d'un groupe de travail
à la création, la reconnaissance du problème, jusqu'à la création du fonds. Et cette année, on discute des modalités de financement pour financer, aider les pays qui ne sont pas responsables des changements climatiques, mais qui subissent ces conséquences de plein fouet. C'est pas parfait, il n'y a pas assez d'argent, c'est tout ça. Mais il faut comprendre qu'on est en train de transformer notre système. Et je pense qu'on a plein d'autres choses à faire, puis les COP peuvent être justement un laboratoire pour lancer ces nouvelles idées-là. Merci. Donc, Catherine, veux-tu répondre? Pendant ce temps-là, je vais inviter les gens qui veulent poser des questions à vous approcher des 2 microphones qui sont dans les escaliers. Je ne pense pas que j'ai rien à redire à ce que Annie a dit. Elle était très éloquente, mais pour Catherine, peut-être faire comprendre que les gens qui vont négocier, ce n'est pas 42 000 personnes. Les négociations, ça se fait à huis clos. Puis au Panama, on était 5 personnes qui négociaient pour le pays. Puis par contre, aux États-Unis, il était 500. Mais c'est quelques milliers de personnes seulement qui négocient. Le reste des gens, les 40 000 autres personnes, là, c'est des gens qui vont parler, discuter, faire des affaires, mais ils ne vont pas là négocier. Il y a 2 sortes de COP en parallèle. La COP des négociateurs puis la COP des visiteurs. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Okay. Et bonsoir. Oui. Bien, merci pour la discussion, c'était fort intéressant. Au début, je croyais vous demander si les élections se gagnaient sur la question du climat, où serait rendue la transition énergétique aujourd'hui? J'ai l'impression que la réponse est assez directe, beaucoup plus loin. Donc, je sais que ce n'est pas trop au champ d'expertise, mais auriez-vous des pistes de solutions sur comment mobiliser la population sur ces enjeux-là pour accélérer la transition, en fait? Si je peux me permettre rapidement, ça revient tout le temps à la même idée, mais on parle toujours des changements climatiques comme étant un problème, comme étant on va devoir se priver de X, de Y, etc. On peut aussi penser les changements climatiques en termes d'amélioration de la qualité de vie, d'une mobilité durable. Il y a plein de choses très positives qui viennent avec une meilleure adaptation au changement climatique, avec aussi un mode de vie plus sobre. Et c'est là aussi on est capable de transformer notre narratif pour montrer, voici ce que ça va nous permettre d'aller chercher. Ça nous fait voir pas juste le côté sombre de la force, mais de voir aussi l'autre. C'est pas juste moins, c'est mieux ou c'est différent, mais c'est pas nécessairement moins, c'est juste selon les paramètres sur lesquels on se base. Fait que ça, je pense que si on est capable, comme population ou un parti politique est capable de trouver un narratif qui rend la question des changements climatiques aussi plus... puis je ne veux pas dire de minimiser l'impact, c'est pas ça du tout, mais il y a quand même beaucoup de choses. Quand on diminue, par exemple, quand on améliore la qualité de l'air à Montréal parce qu'il y a moins de voitures, bien, c'est moins de cas d'asthme dans les hôpitaux, c'est des soins de santé directs. Là. Les dernières études de l'ANSET, c'est en millions, là, dans les 30 dernières années, des gens qui sont décédés liés à l'asthme et les changements climatiques. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut aussi commencer à lancer. Fait que ce serait vers là que je me tournais, disons. Catherine? Oui, je pense qu'encore une fois, il faut vraiment intégrer le fait qu'on est un pétro-pays au Canada. Donc, on est, comme je disais, englué là-dedans. Quand on va ailleurs, au Panama, les gens adoptent avec grand plaisir toutes ces nouvelles technologies-là comme une modernisation qui vient les aider. Puis nous, on est très myope par notre position géopolitique puis tout ça. Moi, actuellement, ma réflexion, c'est que on se fait dire pas mal, arrêter d'en parler des changements climatiques pour pas froisser les gens parce qu'il y a de plus en plus de climato-sceptiques, machin. Mais en fait, personnellement, j'ai décidé que je n'étais pas d'accord avec ça. Parce que ce qui m'inquiète, c'est que si on arrête de parler, puis de demander, puis de faire des événements comme ça, puis d'agir comme citoyen, d'interpeller nos gouvernements, etc., on laisse la place à ce discours-là qui va devenir dominant. Et là, ça va être encore plus difficile de l'intégrer. Puis je pense que c'est une modernisation de notre société dont on a besoin. La ressource pétrolière était importante. Elle a amené le Canada quelque part, le Québec aussi. Il y a d'autres énergies.
Et puis maintenant, c'est le temps de d'autres énergies qui vont nous amener dans un avenir bien, parce qu'actuellement, on vit au quotidien déjà les impacts négatifs de notre société pétrolière. Catherine Baudry. Bon, j'ai mentionné tout à l'heure que ça nous prenait des données pour être capable de prendre des décisions éclairées. Moi, au lieu d'être englué dans le pétrole, moi, j'aimerais qu'on soit englué dans les données. J'aimerais ça qu'il y en ait partout, puis qu'on sache à chaque fois qu'on réserve un taxi, OK, il y a tant de gaz à effet de serre qui sont générés, mais je permets à une petite famille de manger parce que mon taxi va être capable de nourrir sa famille. Ça nous prend des indicateurs sociétaux, des indicateurs environnementaux pour qu'à chaque décision qu'on ait à prendre, on ait la panoplie d'indicateurs qui nous permet de prendre la bonne décision. Bon, là, j'exagère peut-être un peu, là, mais l'autre chose, votre question est très, très importante. Comment on réussit à mobiliser la population? Bon, outre que les données, je pense que ça nous prend une cohérence autour de l'individu. La personne est un parent, un enfant, un employé, un utilisateur des transports en commun, une personne qui gère une maison, qui décide de composter, qui va sortir son bac de recyclage dans 3 pieds de neige quand il y a ça d'épais, que la gratte vient de passer, c'est infernal. Mais à chaque fois, on prend des décisions. Il faut que ces décisions-là soient cohérentes, que si on composte à la maison, on puisse composter dans l'entreprise, qu'on puisse composter dans le métro, qu'il y ait différents bacs. Il faut, pour faire cette mobilisation-là de la population, avoir toute l'information et qu'on ne soit pas confronté que notre rôle comme parent ou comme locataire ou employé, on soit tiraillé dans des décisions qui ne reflètent pas l'entièreté de ces valeurs-là. Donc, il faut vraiment travailler sur tous ces fronts-là à la fois, à mon avis. Donc, pour les prochaines questions, je vais vous demander d'être brève, parce qu'on reste après 8 minutes et il y a plusieurs personnes autour. Donc, on va passer au micro de droite. Oui, j'aimerais vous entendre, c'est peut-être une question un peu large, mais j'aimerais vous entendre sur le rôle que vous voyez à l'évaluation environnementale stratégique dans le choix des technologies que nous devons utiliser individuellement et socialement pour passer à travers la transition écologique ou énergétique. Est-ce que vous voyez ce rôle-là? Et est-ce qu'il y a moi, je n'en connais pas d'exercice actuellement au Québec, au Canada, de cette évaluation stratégique environnementale. Et c'est ça, j'aimerais avoir... Merci. Ouais. Bon. Qui ferait le choix des technologies? Est-ce que c'est le rôle de l'État ou est-ce que c'est le rôle de la personne qui va s'approprier ou qui va acheter les technologies? Donc, moi, je vous dirais que ça dépend du type de technologie qu'on veut mettre en place. Une grande infrastructure mobilisatrice, probablement que c'est l'État. Mais quand on décide individuellement d'acheter ou d'utiliser une technologie, bien, c'est peut-être plus un choix individuel, mais il y a plusieurs normes qui se mettent en place. Regardez, par exemple, le site web de Bombardier. Vous avez des normes SASB qui permettent à Bombardier de déclarer tout un paquet d'indicateurs environnementaux qui sont de plus en plus adoptés de façon mondialement. Donc, quand vous avez un marché mondial de certaines technologies, il y a des normes qui se mettent en place. Donc, tout dépend de l'ampleur de la demande et d'où vient la demande. Est-ce que c'est l'État, le citoyen, d'autres entreprises? Donc, c'est une question assez complexe. Est-ce qu'il y a d'autres? On va passer au micro gauche. Bonsoir, merci. Vous avez parlé quand même relativement souvent de l'évolution technologique, puis comment justement ça allait pouvoir amener une diminution de la consommation parce que chaque utilisation qu'on en fait est plus efficace. Puis bon, le secteur de l'aérien finalement contredit un peu ça, parce que chaque siège d'avion, quand on le prend, effectivement,
émet moins qu'il y a 30 ans parce que les avions sont plus efficaces, mais on se déplace beaucoup plus souvent par avion, puis on va aussi de plus en plus loin. Fait que, est-ce qu'il y aurait des exemples un petit peu pour aller sur une note un petit peu plus optimiste où l'efficacité a été la bonne solution, puis a porté ses fruits, puis a vraiment contribué au total à une diminution des émissions? Est-ce que c'est déjà arrivé où il y a des domaines où c'est le cas, ou est-ce que vous en connaissez? C'est une très bonne question. Les électroménagers, en fait, c'est un exemple où à chaque fois qu'on change les normes, on réduit la demande énergétique sans augmenter nécessairement leur nombre. L'ozone aussi, hein? Les changements de technologie. L'ozone, c'est notre grand succès, puis on est content. C'est le protocole de Montréal. C'est à peu près la seule chose qu'on a réussi à régler parce que le changement technologique était efficace, moins cher et performant. Donc oui, ça existe, mais effectivement, il y a l'effet de rebondissement dont vous parlez qui est très problématique. Moi, je pense que quand on a mis en place tous les transports en commun dans certaines villes, des fois, il n'y en avait pas du tout. On a réduit complètement une grande partie des gaz à effet de serre, mais ça prenait une volonté politique de mettre ça en place. Notre métro date de 1967. La plupart des grandes villes construisent 3 à 4 stations de métro par année. Nous, on s'est arrêtés, on a fait une ligne bleue dans le milieu des années 80, puis... Je m'arrête, hein, parce que... Merci. Micro de droite. Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était très intéressant. J'ai senti que dans vos interventions, vous essayez de aussi trouver, en fait, un peu d'espoir puis de montrer qu'est-ce qui fonctionne, en fait, dans le contexte aussi de la COP. Puis, mais on arrive souvent vite, en fait, au mur où on a l'impression que l'État agit pas assez. Hein. Moi, j'ai l'impression que, fait que là, on a l'impression que nos élus agissent pas, mais il y a quand même, il me semble, un groupe d'élus qui agit, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, puis on n'en parle peut-être pas assez, c'est les élus locaux, en fait. Les élus locaux, peu importe dans quelle couleur politique ils sont, peu importe qu'ils soient dans des grandes villes ou des petites municipalités, ils en parlent vraiment beaucoup. Je me suis penchée dernièrement et regardez, il y a eu beaucoup de publications d'élus locaux là, depuis 2021, puis ils en parlent tous, en fait. Puis c'est pas juste au Québec, c'est dans tous les pays qu'il y a vraiment cet côté-là. Évidemment, ils sont peut-être un peu plus sur l'adaptation que la décarbonation, mais je crois qu'il faut quand même se dire, au moins, on a une gang d'élus qui, eux, sont conscients parce qu'ils vivent un peu au quotidien. Fait que donc, ma question pour vous, c'est un peu de voir si... vous voyez les élus locaux comme étant moteurs de changement. Quel pourrait être leur rôle dans le changement en lien avec la transition énergétique? Bien, c'est une excellente question. Il y a un adage qui dit, dans le contexte du fédéralisme canadien, le fédéral a l'argent, les provinces ont le pouvoir et les villes ont les problèmes. Grosso modo, en changement climatique, c'est quand même... Non, mais ça explique beaucoup le propos que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que les villes, pendant longtemps, n'étaient pas nécessairement à l'avant-garde, mais depuis une quinzaine d'années, elles subissent de plein fouet les impacts des changements climatiques. Et donc, elles agissent. Elles demandent plus d'argent. Le pacte vert qu'on voulait faire avec le gouvernement du Québec, toutes les politiques de revitalisation des berges, le transport collectif, aussi de revoir tout l'élément foncier, parce que les villes... Elles veulent agir, mais sont prises dans un système dans lequel le seul moyen de recevoir de l'argent de Québec, ou presque, c'est de développer du nouveau kilométrage sur leur territoire. Et donc, de revoir le pacte fiscal, c'est un enjeu qui était important. Et oui, ils sont très, très proactifs. Tu sais, aux États-Unis aussi, on dit beaucoup hein, « all politics is local », parce que c'est les gens qui sont au plus près. Et les changements climatiques, c'est ça le problème, c'est que c'est un enjeu qui est excessivement diffus. Tu sais, quand j'émets un gaz à effet de serre maintenant, ici, on ne sait pas où ça s'en va, mais les impacts sont très localisés et c'est des monsieur, madame, tout le monde, là, on subit les conséquences. Et on essaie de s'adapter au mieux avec les capacités qu'on a. Donc, oui, effectivement, le niveau local est hyper important et pour la transition énergétique, parce que ça touche plein de dimensions qui sont très importantes. Je reviens sur la question de la mobilité, l'aménagement du territoire, etc. Ça, ce sont tous des éléments où les villes peuvent et qu'on devrait leur donner le pouvoir davantage d'agir parce qu'elles connaissent leur mieux puis elles peuvent adapter en fonction de leur communauté. Vous parlez des communautés autochtones ou autres, bien,
En fait, quand on est plus près, le gouvernement du Québec ne connaît pas toutes les particularités régionales, etc. Quand on est un élu local, on peut comprendre que peut-être telle mesure ne fonctionne pas dans telle circonstance, mais si amenée différemment, présentée différemment, adaptée différemment, ça permet de faire une différence. Donc oui, il ne faut vraiment pas sous-estimer. Je pense que c'est un acteur qui a tout intérêt à jouer un rôle encore plus grand. Catherine Baudry. Moi, j'ajouterais que c'est la collaboration entre les élus locaux des municipalités qui sont connexes, les unes à côté des autres, qui ont le pouvoir vraiment de changer les choses, et on devrait tabler davantage sur ces petites collaborations-là. Un peu comme tu le dis avec la COP. Ça nous prendrait l'équivalent d'une COP en municipalité. Dernière question. 2 petits commentaires sur l'innovation. Le premier, c'est qu'on pense toujours aux brevets, puis je sais que c'est comme ça qu'on voit la planète avec ses brevets et tout ça. C'est toujours des brevets de procédés, des brevets et tout ça. Au Québec, ce qui est frappant, c'est pas tant nos brevets technologiques, c'est vrai qu'on n'est pas terrible là-dedans, mais au niveau de l'innovation sociale, on est très fort, puis on le voit partout dans plein d'exemples, mais c'est pas brevetable. Fait que s'il y a un travail à faire, même je dirais jusqu'au niveau international, c'est de se dire, on va changer comment on voit l'innovation. Donc, on va innover en innovation. Et juste pour donner un exemple de à quel point l'innovation sociale a un impact sur la société, tantôt, au début, quand on voyait le cheval qui se rend jusqu'au char électrique, je vous signale que dans les années 20, il y avait des autos électriques. Les autos électriques ont été marketées pour les femmes, puis comme des femmes, ce n'était pas tellement important à l'époque, toute cette industrie-là a sauté. Puis c'est vraiment ça, lisez là-dessus, c'est vraiment fondamental. Une petite question d'innovation sociale est comme ça. En ce moment, l'exemple qu'on a à se poser aussi, c'est que le technologique, allez voir qui est derrière le technologique, c'est beaucoup des hommes. Dans le financement, on le voit dans l'intelligence artificielle, on le voit dans le tout. Il y a des femmes, mais c'est surtout des hommes, et c'est des chiffres. Du côté de l'innovation sociale, on retrouve plus des mots, puis là, on a des hommes, des femmes, sauf que là, on est très basé sur la vulnérabilité. Il manque de quoi entre les deux aussi? Fait qu'il y a du travail à faire pour innover en innovation, selon moi. Moi, j'aimerais ça quand même dire quelque chose parce que au printemps, je participais à un panel au sommet de la finance durable avec le président de la BMO, puis des trucs comme ça. Puis le lendemain, j'étais au chantier de l'économie sociale avec la présidente de la CSN. Et moi, personnellement, je suis vraiment heureuse d'avoir été invitée au chantier de l'économie sociale. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. J'ai trouvé que le sommet de la finance mondiale, les gens étaient très pris dans un carcan de pensée qui répondait pas justement à ce que M. Sharp disait qu'il fallait revoir notre infrastructure. Il pensait à mettre de l'argent dans des choses qui ne régleront pas le problème. Et quand je suis allée au chantier de l'économie sociale, j'ai vraiment été inspirée. Alors, je pense que vous avez raison, puis merci beaucoup de le souligner. Merci. Donc, Catherine Potvin, Catherine Baudry, Annie Chaloux, merci beaucoup pour cette discussion. Pour terminer, j'aimerais évidemment adresser mes plus chaleureux remerciements à nos panélistes, bien sûr pour cette conversation passionnante, ainsi qu'à Normand pour l'animation, mais aussi à la BANQ qui nous a accueillis encore ce soir, à Stéphane Bougie en particulier. C'est un plaisir comme à chaque fois qu'on a la chance de se retrouver ici. Également, merci à François Bertrand pour l'introduction de tantôt, et bien sûr, toute notre gratitude à la Fondation familiale Trottier, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. La captation vidéo du panel de ce soir sera disponible sous peu. On vous en fera part par courriel sur nos réseaux, donc restez à l'affût. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site web, iot.polimtl.ca, ainsi que sur LinkedIn. Merci encore pour votre participation, puis bon retour chez vous.